Voilà. Alors maintenant, nous allons parler de développement de ce qu'on avait suscité pendant l'identité visuelle. C'est que lorsqu'on passe, non pas simplement d'un logo, d'une identité, d'une image de marque, mais vers des produits dérivés. Vous avez passé par le travail de déclinaison sur différents supports, les gadgets, etc., avec le prof d'infographie. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'aller plus, ça veut dire essayer de vendre un produit. Alors, il y a ce qu'on appelle les mass médias, ça veut dire la télévision, l'affichage, etc. Il y a ce qu'on appelle le hors média, ça veut dire que c'est des choses qui ne passent pas par le média, dans les salons, les foires, etc., où on va aller vers le consommateur, sinon dans les supermarchés, etc. Voilà, alors donc aujourd'hui nous allons parler du packaging et de la PLV, ça veut dire la publicité sur les lieux de vente. Ça veut dire là où on va aller chez le client et non pas attendre que le client vienne chez nous, mais nous on essaye d'aller vers lui. Donc c'est une sorte de marketing un peu agressif par rapport au marketing classique qui est un marketing un peu statique, etc., qui attend que le client réagisse, etc. Mais là, on va aller vers le client. Voilà, alors nous allons maintenant regarder une vidéo à propos du sujet d'aujourd'hui. Tout autour de nous, des boîtes, des bouteilles, des canettes, des tubes, des emballages, ils sont partout. Dans la chambre, dans la cuisine, la salle de bain, ils nous envahissent jusque dans les poubelles. Mais en fin de compte, d'où viennent-ils tous ces emballages? Comment nous parviennent-ils? Qui les conçoit? Qui les fabrique? Comment et pourquoi? On appelle cela du packaging. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Des millions d'emballages sont produits chaque jour. Leur durée de vie est éphémère. Nous en consommons en moyenne 5 quotidiennement. C'est un renouvellement assez simple. Les packagings changent presque tous les ans. Comment s'y retrouver dans tout cet amoncellement d'emballages? S'ils avaient été recensés et conservés depuis toujours, ils serviraient aujourd'hui à retracer notre histoire. Formidable témoin de l'évolution des tendances de consommation de toutes les populations du globe. Ceux qui les réalisent et les conçoivent nous sont inconnus, alors qu'ils débordent d'imagination pour remplir les présentoirs des magasins que nous fréquentons chaque jour. Nous avons décidé d'aller à leur rencontre pour essayer de comprendre qui ils sont. Chaque année, accueille les professionnels européens du packaging. Nous y avons rencontré Fabrice Pelletier, auteur du design de plus de 10 000 packaging. C'est dans le mass market et ses contraintes qu'il exerce son métier de designer. La fonction principale du packaging, c'est de fournir un contenant. Mais c'est de le préserver, c'est de le transporter, et ça, ce sont les fonctions de base. Après, vous avez d'autres fonctions du packaging, mais sa fonction commerciale, c'est-à-dire d'aider à vendre le produit. Voilà, alors là, la vidéo, vous pouvez la voir sur Internet et les accès. Mais là, le designer qui vient de parler maintenant, il a résumé un petit peu la fonction d'un bon packaging. Alors, on va revenir sur ces fonctions. Alors, le conditionnement et la protection du produit en vue du transport, stockage et parfois de la vente. Caisse en carton qui se transforme en présentoir, conteneur, fût, etc., etc. Donc, il faut bien définir la distinction entre le conditionnement et l'emballage. Donc déjà, entre conditionnement et emballage. L'emballage, c'est quoi? C'est ça le packaging en fait. Et la protection du produit en vue de sa présentation à la vente. Boîte, flacon, tube, etc., etc., etc. Donc, quand on parle de conditionnement, on parle surtout de l'emballage primaire. Ça veut dire
le premier emballage en contact du produit. Ça, ce n'est pas notre ressort. Ça, il y a des ingénieurs qui sont spécialistes dans l'emballage des produits liquides, des produits solides. Il va rester 1 an, il va rester 2 ans, etc. Ce sont eux qui mettent les mentions sur les produits. Par exemple, quand vous achetez un produit et vous trouvez une petite boîte avec un couvert ouvert avec 12M, ça veut dire 12 mois après ouverture, etc. Ça, ce n'est pas notre travail. Nous, on reçoit ces mentions et on les met sur l'emballage. Notre travail, c'est un travail de packaging. Ça veut dire l'emballage secondaire et non pas l'emballage primaire. Il ne faut pas qu'on se mélange entre les deux. Le conditionnement permet au consommateur de reconnaître le produit, la forme, la matière, la couleur, présentation, texte informatique, etc. Le packaging est fonction technique. Il doit contenir le produit, protéger le produit. Le rôle indispensable pour les produits liquides ou semi-liquides. Il est nécessaire de protéger le produit du froid, de la chaleur, de la lumière, des chocs, d'en préserver la qualité et d'assurer un parfait niveau d'hygiène. Il peut aussi s'adapter en taille, aux quantités consommées, etc. etc. Et ça, c'est un travail qui n'est pas le nôtre. Nous, c'est un travail d'emballage, un travail de packaging. Tout ce qui est conditionnement, tout ce qui est en contact direct avec le produit, il y a d'autres personnes qui le font. Et c'est leur travail. Ce sont généralement des ingénieurs. Ensuite, il doit faciliter les transports et le stockage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'emballage tertiaire. On va voir les 3 phases. J'ai mis un slide avec les 3 phases. Du produit pour le producteur et le distributeur, mais aussi l'utilisation du produit par le consommateur. Alors, maintenant, voilà les différentes phases, les 3 niveaux en fait. Il y a cet emballage primaire, qui est la phase 1. C'est le produit qui est en contact direct avec le produit de consommation. Le premier niveau du packaging est celui qui est en contact direct avec le produit. Donc ce qui fait, si on me donne un bonbon à emballer, je ne saurais pas quel type de papier sulfuré je vais mettre pour ce bonbon. C'est une autre personne qui le fait. Moi, je vais m'occuper du deuxième. Ça veut dire celui-là, l'emballage secondaire. Et peut-être secondairement pour le tertiaire. Donc, phase 1, c'est l'emballage primaire. C'est le premier niveau. C'est le niveau de contact direct avec le produit. L'emballage secondaire, c'est le deuxième niveau. Il permet au produit d'être vendu en pack. Et puis, il y a celui qui va faciliter la manutention, ça veut dire la manipulation du produit lorsqu'il est sur le site, lorsqu'il est au supermarché, etc. Donc, le troisième permet de se trouver en condition pour être expédié au revendeur. Donc, les cartons doivent être faciles à manipuler, à disposer, etc. Bon. Tout à l'heure, le designer nous parlait du rôle d'un bon packaging. Il a parlé de la protection. En fait, il faut que l'emballage se doit de protéger le produit contre le moindre choc. Ça veut dire, si c'est un produit cassable, il faut un emballage adapté. Si c'est un produit liquide, il faut un emballage adapté. Si c'est un produit solide, ça doit être un emballage aussi adapté. Donc, il doit protéger d'abord. Ensuite, conserver, l'emballage doit se préserver la validité de consommation d'un produit alimentaire. Il faut souligner aussi que dans cette rubrique-là, un produit qui doit être mis dans le réfrigérateur ne va pas être imprimé de la même manière qu'un produit qui va être comme ça à l'air libre. Parce qu'il n'y a pas simplement l'offset, mais il y a d'autres types d'impression. Par exemple, pour l'emballage, on utilise de la flexographie qui utilise des encres à eau qui ne sont pas toxiques. Donc, pour tout ce qui est produit de food, de consommation, généralement, on utilise la flexographie et non pas l'offset, et non pas la sérigraphie, ou non pas l'impression numérique. On utilise la flexographie qui imprime avec des rouleaux en caoutchouc. Voilà.
Alors, donc, quand on dit la protection, par exemple, ici, vous avez un emballage qui protège. Cet emballage, si la bouteille tombe, il ne se casse pas. Hein, carrément. C'est un truc en nanotechnologie, etc. La conservation, là, c'est en emballage sous vide. Donc, on met certains produits sous vide pour qu'ils ne se pourrissent pas. Et ensuite, il faut que ça soit pratique. La praticité. L'emballage doit posséder une forme qui prend en compte les contraintes de l'utilisateur. Par exemple, là, ce produit-là, il prend en considération l'utilisateur. Parce que ce produit ne le prenait pas avant. Mais ils l'ont compris par la suite et ils ont renversé le flacon comme ça. À chaque fois qu'on utilise le ketchup, on doit remuer, machin, etc. Mais avec celui-là, on n'a plus besoin de remuer. Donc, ils ont rectifié le tir dans ce produit-là. Et en fait, le rôle de l'emballage, c'est ça. C'est d'être pratique, de bien conserver les produits et de les protéger contre les chocs, contre l'humidité, etc. Alors, ensuite, un deuxième rôle, il doit informer. Il suffit que je regarde l'emballage, il faut que je reconnaisse ce produit. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne faut pas oublier que le client n'a que 8 secondes pour se décider. Je ne suis pas le seul sur le facing. Hein? Je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de produits. Sur un rayon de chips, il y a je ne sais pas combien de marques de chips. Alors, le client, il passe, il a 8 secondes pour regarder et enfin, il se décide, il prend un chips. Donc, là, il faut que le packaging d'un produit doit aussi être informatique. Il doit informer. C'est-à-dire que l'on doit deviner du premier coup d'œil ce que l'emballage contient. Quand j'ai un doute, je n'achète pas. Quand une couleur me dégoûte, par exemple, je trouve un dentifrice dans une boîte noire, j'ai des doutes. Je n'achète pas tout de suite. Celui-ci ne doit surtout pas tomber dans la désinformation comme le packaging, c'est dessus. L'emballage, il est comme ça, mais quand tu ouvres le produit, c'est comme ça. Ça y est, ce produit est mort. Ah, ça, il y a une seule consommation et ça y est, personne ne l'achète par la suite. Donc il faut que l'emballage puisse renseigner sur le produit et non pas être trompeur comme celui-là. Bien. Le coût. Dans le domaine du luxe, le packaging devient un objet d'art et de création. Ainsi, son coût peut varier de 20% à 98% du prix final du produit. Il y a certaines crèmes, j'ai vu une étude dernièrement, certaines crèmes qui coûtent dans les 100 dirhams, mais en fait, le produit qui est à l'intérieur, il ne coûte que 50 centimes. Et tout le reste, c'est l'emballage, c'est la publicité qui est faite autour, etc., etc. Et vous n'avez qu'à voir le prix de l'eau en bouteille et vous voyez que la différence entre la valeur de l'eau et le produit est énorme parce qu'il y a tout un marché derrière, il y a la publicité, il y a l'emballage, etc., etc. Voilà. Alors là, vous avez un exemple de produit du luxe où l'emballage coûte plus cher que le produit lui-même. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait de facing. C'est ça, le facing. C'est comment le produit est perçu par le public. Alors, nous avons des facings verticaux. Hein. Dans une surface, une grande surface, le consommateur perçoit en moyenne 5000 références en 20 minutes. Imaginez que tu rentres dans un supermarché, tu as 5000 références que tu vois. Hein. Soit 4 produits par seconde. Donc, le facing, il joue beaucoup. Alors, soit on fait un facing vertical, ça veut dire j'ai un produit, je vends du chips ou là, je prends tout un rayon comme ça, vertical. Soit je fais un facing horizontal. Hein. Tout dépend qui est à côté de moi, hein, pour que je sois très visible. Aujourd'hui, pour faire face à toute la concurrence, il faut un produit qui accroche parmi tous les autres. Hein. C'est une forêt de produits, donc il faudrait quelque chose qui sort du lot, qui se distingue du lot par rapport aux autres. Il ne faut pas se confondre avec les autres. Bien. Définition du facing. Le facing, que l'on peut également appeler frontal, dans le langage des supermarchés on parle aussi de frontal, est un terme de merchandising, marchandisage en français, désignant le nombre
de produits faisant directement face au consommateur. C'est ça le facing. Quel produit est devant moi? Combien de produits sont devant moi? Sur un ou plusieurs niveaux d'un linéaire dans un point de vente. Je rentre dans un point de vente, je vois des rayons. Alors, le facing, c'est la quantité que peut prendre un produit par rapport au consommateur. Est-ce qu'il occupe une grande... Quand vous avez un petit produit dans un petit rayon, personne ne va le voir. Il faut marquer le coût, il faut prendre... ça se paye, bien sûr, mais il faut marquer le coût. Nous allons dégager ici les deux présentations principales du facing. La présentation verticale. Je prends une présentation verticale. Elle favorise la visibilité de l'ensemble de la gamme. J'ai 5 ou 6 produits différents, un jus, des chips, machin, etc. de la même marque que je mets comme ça. Chaque référence est présente sur un ou plusieurs facings de la première à la dernière étagère. Ou alors, je ne laisse pas la concurrence. Carrément. Et puis, j'ai la présentation horizontale. Cette présentation est adaptée au point de vente avec un faible recul. Lorsque le client ne peut pas revenir en arrière beaucoup, à ce moment-là, il faudrait opter pour l'horizontale. Quand j'ai du recul, il faut prendre la verticale. Quand je n'ai pas de recul, il faut revenir à l'horizontale. Voilà, alors ça, on a défini maintenant qu'est-ce que c'est que le facing. Il ne faut pas oublier, ça, puisqu'on est dans les arts appliqués, que les spécialistes de l'emballage utilisent beaucoup les références artistiques. Par exemple, ici, L'Oréal, il a utilisé un peintre très connu dans l'histoire de l'art, c'est Mondrian. Ici, vous avez la laitière qui a repris un tableau de Vermeer, la laitière de Vermeer, etc. Donc, la publicité utilise beaucoup les références artistiques. J'ai une autre référence ici que je vais vous montrer. Regardez, par exemple, Suze, il demande chaque année à un artiste d'illustrer une bouteille, d'illustrer la bouteille. Donc, chaque année, c'est soit un créateur de mode, soit un photographe, soit un peintre, etc. Et chaque année, ils sortent, là, par exemple, là, vous avez Castelbéjac, qui fait la mode, qui a fait l'Ommada, puis Christian Lacroix 2 fois, Riquel, Paco Rabanne qui a dessiné ça. Donc on demande à des artistes d'illustrer l'emballage, c'est très demandé, les références artistiques, c'est très important. Alors maintenant on passe à la PLV. Lorsqu'on parle de PLV, on parle, comme on a dit tout à l'heure dans la présentation, publicité sur les lieux de vente. Ça veut dire, je vais aller chez le client et faire ma publicité devant le client, quitte même à être agressif parfois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la PLV? Il y a les stands d'animation. Alors là, vous avez des exemples de stands d'animation. Ce sont des stands qu'on fait dans les foires. Alors, les stands pourvus par des animateurs sont sans doute les moyens les plus efficaces en PLV. Parce que quand il y a un animateur, quelqu'un, il reçoit les gens, il leur parle, il leur montre des choses, etc., pour faire remarquer le produit parmi les autres. Les stands sans animateur permettent aussi de donner un coup de pouce aux ventes, mais et coûtent souvent moins cher. Vraiment, quand on fait un stand de foire, c'est très vendeur, parce que tu rapproches le produit du consommateur, etc. Mais avec des animateurs, ça marche mieux. Quand tu rentres dans un stand et il n'y a personne, tu es un peu déçu. Mais quand tu as un interlocuteur auquel tu peux parler, etc., c'est mieux. Là, vous avez par exemple des stands où c'est interactif, où on rentre, on regarde dans la réalité virtuelle, etc., vers la réalité augmentée, etc., avec des stands animés. Bon, ça c'est la première formule de la PLV. Alors, quels sont ces classiques de la PLV? D'abord, ce qu'on appelle la PLV automatique. Alors, le terme de PLV automatique est utilisé pour désigner les supports de PLV dont le montage s'effectue de manière très simple et en quelques secondes. Et tu arrives dans une foire avec une valise, tu ouvres la valise et hop, ça commence à monter. Ça, c'est ce qu'on appelle le pop-up. Ça veut dire, tu ouvres, le stand est monté.
Alors, on utilise notamment le terme de PLV automatique car, dans certains cas, les éléments de PLV se déplient automatiquement à l'ouverture. Par exemple, il y a des trucs, tu ouvres comme ça, donc les tentes qui te dans les supermarchés. Le caractère automatique de la PLV est important car il réduit le temps nécessaire à la mise en place. Des fois, tu as une foire qui dure 2 jours ou 3 jours, tu n'as pas le temps de tu installes, etc., etc. Donc il faut partir avec des choses, des pop-up qui sont déjà prêts, tu ouvres et ça monte et après tu repars. Le gain de temps est naturellement un facteur d'économie côté marque ou enseigne et favorise le respect des accords de pause ou de préconisation PLV effectués dans le cadre d'un réseau de points de vente. On a des contrats avec les gens, il ne faut pas les prendre plus de 2 jours, c'est 2 jours. Tu ne vas pas, est-ce que je peux enlever mon stand le mardi? Non, le mardi, il y a un autre foire d'un autre produit, etc. Donc il faut respecter le timing. C'est pour ça qu'on choisit la PLV automatique, les plus faciles. Il y a plusieurs dates, il y a les LAMA, il y a les roll-up, etc. On va les voir tout à l'heure. La PLV automatique est également appelée pop-up. On l'appelle pop-up parce que c'est comme des livres d'enfants. Quand tu ouvres comme ça, il y a une maison qui monte, c'est ça le pop-up. Là, vous avez quelques exemples de PLV classiques. Alors, vous avez ce qu'on appelle un présentoir de comptoir. C'est généralement des présentoirs qu'on trouve sur des comptoirs de vente. Vous avez les tapis de comptoir, comme celui-là. Vraiment, mais généralement on trouve même le comptoir, même pour les souris d'ordinateur, etc. Et puis vous avez les écrans de comptoir. Ça, c'est les 3 types des classiques de la PLV. C'est la présentation de comptoir. Ensuite, on a les classiques de la PLV de sol. C'est ça. Un présentoir de sol est un support de PLV à installer au sol dans un point de vente. Un présentoir de sol peut remplir une fonction de PLV et parfois également une fonction logistique en permettant la livraison des produits mis en avant et le transport sur palette. En même temps, il présente et en même temps, tu peux le vendre d'un seul coup. Tu vends le produit en entier. Alors là, vous avez plusieurs types de PLV, de présentoir au sol. Ça veut dire qu'il est posé à même le sol. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont suspendus. Alors, le terme de PLV automatique est utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, pour désigner les supports de PLV dont les montages s'effectuent de manière très simple et en quelques secondes. On utilise notamment le terme de PLV automatique car, dans certains cas, les éléments de PLV se déplient automatiquement à l'ouverture. Alors, ces PLV automatiques, ce sont ceux-là. Alors, vous avez cet exemple-là, vous avez celui-là. Ce sont des produits qui sont pliables. De toute façon, j'ai une vidéo ici qui montre un petit peu comment on déplie ce genre de support. C'est des montages rapides avec des petites astuces, des élastiques, etc., etc. Mais ça permet de monter rapidement le produit directement. Et puis,
nous avons la PLV théâtrale. Alors là, ça demande beaucoup d'imagination et beaucoup de moyens aussi, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a le mot théâtral, théâtralité. Donc il y a toute une théâtralisation de l'événement, du point de vente, etc. Le principe de théâtralisation appliqué à l'univers de la PLV et du merchandising désigne une pratique de mise en scène de l'offre par laquelle les supports de PLV, qui sont le plus souvent, PLV c'est publicité sur les lieux de vente, hein, sur les endroits de vente, qui sont le plus souvent fournis par une marque nationale, revêtent un caractère spectaculaire et théâtral. Il faut le théâtraliser. Aujourd'hui, ça va plus loin avec ce qu'on appelle la publicité à 360 degrés. On essaye de toucher un maximum de personnes. Et c'est pour ça que vous voyez ce qu'on appelle les flash mobs. Dernièrement, il y en a eu beaucoup au Morocco Mall de Casablanca. C'est des événements qu'on crée au milieu du supermarché, du centre commercial pour créer un événement. Ça peut être un événement théâtral, ça peut être des chants, une chanson, etc., etc. Dernièrement, on a vu avec plusieurs marques, je ne peux pas citer de marques précises, mais il y a eu plusieurs marques qui ont fait des événements dans des centres commerciaux pour marquer le coup. Donc ça va plus loin qu'un simple stand qu'on va le voir tout à l'heure. La théâtralisation PLV est par nature éphémère. Bien sûr, ça dure 2 jours à 3 jours, car il s'agit d'un dispositif hors norme en termes d'espace de vente disponible, utilisé, et parce qu'il s'agit le plus souvent de capitaliser sur une période ou un événement spécifique. Les actions de théâtralisation PLV font l'objet de collaborations et d'accords spécifiques entre la marque et l'enseigne avec le point de vente. Bien sûr, tu ne peux pas venir comme ça, tu as loué un stand et commencer à faire une théâtralisation. Il faut faire des contrats, etc. et engager des gens pour faire ce genre de choses. La théâtralisation PLV favorise les ventes de la marque pour mieux, mais joue également un rôle dans le domaine de l'expérience de point de vente. Là, vous avez des exemples de théâtralisation, voilà, c'est tout un travail, ça coûte de l'argent, c'est tout à fait normal, mais ça a le mérite de booster les ventes du produit. Voilà. Et maintenant, il y a d'autres supports que vous allez travailler avec même le prof d'infographie. Vous avez le kakemono. Dans le domaine de la PLV et des outils de visibilité salon, les kakemonos, ce sont des objets qui sont suspendus, on va les voir tout à l'heure. Et puis vous avez les roll-up qu'on apporte avec nous dans les marchés, dans les foires, etc. Une fois arrivé sur place, tu ouvres le roll-up, il sort là, vous avez quelques exemples de roll-up. Voilà, là c'est un kakemono classique japonais, mais en fait, dans la publicité, c'est ça. C'est devenu ça. Mais en fait, c'est toujours un kakemono. Et là, vous avez un roll-up. Ça veut dire que là, vous avez le roll-up comme ça, normal. Vous pouvez aller en avion, camion, voiture, tout ça, sans problème. Mais une fois arrivé sur place, tu les tires comme ça et ça donne un roll-up. Donc, vous avez kakemono et vous avez les roll-up. Ça, c'est fait partie aussi de la PLV. Et vous avez l'oriflamme. Ça, c'est une autre forme. C'est généralement placé dans des endroits où il y a beaucoup de vent parce que l'oriflamme, ça doit bouger avec le vent. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs un oriflamme. Ça doit bouger avec le vent et c'est pour attirer l'attention, justement. Voilà, alors donc vous avez ces supports-là. Alors là, c'est les supports qu'on trouve au Maroc. Et puis maintenant les futurs. Les futurs, vous avez les PLV interactives. Ces écrans font de plus en plus partie de notre vie, c'est incontestable. Vous avez remarqué dans les grandes villes du Maroc, maintenant l'affichage papier est remplacé par l'affichage numérique. Et vous avez les Microsoft Surface, les MSS, qui sont des produits cubes dans lesquels on peut interagir, voilà, vous avez quelques exemples de bornes interactives. Ça, c'est le futur de la PLV. Et voilà, avec ce cours qui entame en fait une partie dans le mois d'après.
Donc là, on a un peu vu la partie qui concerne la déclinaison qui va du produit jusqu'à son emballage, etc. Et on continuera par la suite pour voir les autres formes de publicité, à savoir l'affiche, le dépliant, la plaquette, etc., etc.